Bonjour à toutes et tous et bienvenue au studio de Radio France et en direct sur latribune.fr pour suivre le forum Partageons l'économie. La France est-elle leader de la finance verte et responsable? Un investisseur responsable, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est? Quels sont les atouts de la place parisienne dans le domaine? Comment peut-elle aller plus loin? Est-ce la finance qui tire les entreprises vers la transition écologique ou l'inverse? Surtout, quel gap entre le discours et la réalité? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités. Claire Tutenuy, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de l'Association française des entreprises pour l'environnement, APE. Bonjour. Éric Lombard, bonjour. Vous êtes directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Et Ramon Fernandez, bonjour. Vous êtes directeur général, délégué et directeur financier du groupe Orange et anciennement directeur du Trésor. Bonjour. Bonjour. Claire Tutenuy, vous êtes donc déléguée générale de l'association EPE depuis 16 ans déjà. L'association fête d'ailleurs ses 30 ans à la fin du mois. Malgré cette longue vie déjà, elle est peu connue du grand public. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son fonctionnement finalement? Tout à fait. C'est une association d'une 60aine de grandes entreprises françaises et internationales et qui partagent la vision de l'environnement comme une source d'opportunités, de progrès et un moteur de transformation. Et ces 60 entreprises, qui sont de tous les secteurs de l'économie, travaillent ensemble à mieux l'intégrer dans leurs stratégies et leurs opérations par du dialogue avec la communauté scientifique, du dialogue avec les ONG, pour bien comprendre les angles, et puis beaucoup d'échanges de bonnes pratiques. Et c'est ce qui leur permet d'avancer en sachant ce que les autres préparent, en sachant comment, à quelle vitesse, et donc elles avancent beaucoup plus vite ensemble. Est-ce qu'on peut citer quelques noms de ces entreprises membres? Tout à fait. Alors c'est de tous les secteurs. Actuellement, le président est Jean-Laurent Bonnafé, directeur général de BNP Paribas, mais il y a tous les énergéticiens. Il y a des secteurs comme tous les acteurs, des grands acteurs du transport, Renault, Airbus, la SNCF, donc il y a tout le monde, et également Air France, enfin voilà, et puis la chimie, les matériaux, Saint-Gobain, qui en a été d'ailleurs le président, et puis aujourd'hui le luxe, et les derniers, l'ensemble de la communauté financière, donc Jean-Laurent Bonnafé n'est pas président par hasard, il y a les grandes banques et la Caisse des dépôts, et puis aujourd'hui on voit arriver les premiers acteurs du secteur du numérique qui eux aussi commencent à se dire mais oui, moi aussi je suis dedans. Et là c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde est dedans. Orange n'y est pas encore? Non, non mais... C'est sans doute pour bientôt. Donc, si je résume, en fait, l'idée, c'est de finalement partager des bonnes pratiques entre entreprises qui ont, sur un certain point, une avancée en matière environnementale, qui sont pionnières, en tout cas, sur un petit point de l'aspect environnemental. C'est bien ça? Elles font toutes des choses petites ou grandes, et le plus souvent systémiques. Elles essayent de se transformer, et donc elles ont été les premières à mettre un prix interne du carbone. L'association a été la première à publier un scénario de à quoi ça ressemble une France neutre en carbone, qui s'appelle ZEN 2050, zéro émission nette, mais il y a un petit jeu de mots sur le fait que c'est possible et en fait compatible avec la croissance. Et aujourd'hui, on va publier à la fin du mois, là encore, au moment de l'anniversaire, quelque chose qui dit la neutralité carbone, c'est une transformation collective des entreprises, mais de l'ensemble de la société. Très bien, donc pionnière, cette association pionnière est aussi la France. La France a été pionnière dans la finance verte. On voit que tout s'est joué finalement en 2015 lors de la tenue de la COP21 à Paris. C'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette effervescence? Il y a eu effectivement, alors il y avait d'abord eu le Grenelle de l'environnement, ce qui fait qu'en France on comptait le carbone, on comptait les tonnes de CO2 depuis assez longtemps. Mais effectivement, dans la préparation de l'accord de Paris, Laurence Tubiana a eu la très grande intelligence de faire appel à la société civile, de mobiliser les villes et le monde économique. Et le monde économique s'est beaucoup mobilisé avec, au mois de mai, donc en préparation de la COP 21, 2 sommets importants. Le Business Climate Summit, qui étaient les entreprises qui sont venues dire du monde entier, avec nos partenaires, qui sont venus dire on a des solutions, mettez en place les politiques qui vont nous permettre de déployer ces solutions. Et c'était l'isolation, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, enfin des solutions très concrètes et précises. Et puis il y a eu le lendemain, le Climate Finance Day, dans lequel le monde financier, AXA était le premier à dire je sors du charbon, et c'était une annonce très, très pionnière à l'époque, et le monde financier s'est saisi et continue année après année à dire on avance. Là on sort un peu du cosmétique avec une annonce comme ça, AXA qui sort du charbon. On est sorti du cosmétique dans beaucoup de secteurs. Le véhicule électrique, on est sorti du cosmétique, c'est entre 10 et 20% des parts de marché. L'isolation des bâtiments, on voit que ça commence à monter, mais il y a encore beaucoup à faire. Et dans la finance,
finance, on est sorti du cosmétique, même si bien sûr la finance durable, c'était déjà une partie de la finance. Je pense qu'Éric Lombard nous en parlera. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est extrêmement présent dans le dialogue entre toutes ces grandes entreprises qui ont des empreintes, qui ont des transformations à faire et leurs actionnaires. Merci. Et la France, si je peux ajouter quelque chose aussi, c'est que la France, finalement, exerce cette forme de leadership dans la finance durable grâce à une série de réglementations, de régulations. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu, il y a eu l'article 173 déjà en 2015. Voilà, il y a effectivement eu, je vous parlais de cette obligation de reporting que la France a été un peu la première à mettre, donc ça a donné une certaine avance. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'avec la COP de Glasgow, la finance anglo-saxonne a eu son moment aussi de stimulation particulière. Mais c'est vrai que la cohorte française, de par cette antériorité, reste très présente. Si on prend par exemple le SBTI, le Science Based Target Initiative, qui est des engagements de trajectoire compatibles avec le 1,5 ou 2 degrés, donc des engagements de réduction des émissions ambitieux que prennent les entreprises, la cohorte française est importante, beaucoup plus importante que son poids dans l'économie mondiale, on va dire, par rapport à d'autres géographies. La même chose, alors l'ADEME a aussi fait un dispositif qui s'appelle ACT et qui est un peu l'équivalent en plus précis, en plus méthodique. Et donc, il y a aussi pas mal d'entreprises, 25 entreprises d'EPE sont dedans. Donc, il y a effectivement une détermination et une cohorte groupée qui avance en France, peut-être de façon, en effet, plus systémique que d'autres. Merci. Éric Lombard, comment la Caisse des dépôts et consignations prend part à cette effervescence, à ce mouvement ? Alors d'abord, comme le disait Claire Tutnuy, ça fait longtemps qu'on n'est plus dans la cosmétique. La Caisse a fait du financement de la transition écologique et énergétique le cœur de son projet. Et comme on est un établissement financier, avant tout, on gère l'épargne des Français. C'est une question financière, pour commencer. Et on a décidé, dans les années à venir, de dédier 60 milliards d'euros à ces projets. 60 milliards, pour donner un ordre d'idée, c'est quand même 3 fois. 60 milliards d'euros. Alors, par rapport au total des engagements de la Caisse, c'est modeste. Mais, par exemple, dans le plan de relance, on a engagé avec l'État 100 milliards d'euros. Donc, c'est un montant substantiel. D'ailleurs, j'y reviendrai peut-être, mais le problème de la transition écologique et énergétique n'est pas financier. Les financements sont là. Le problème est un problème de méthode et de projet. Et vers quoi nous dirigeons ces 60 milliards ? D'abord, le premier sujet, c'est que la meilleure chose à faire en matière de transition écologique, c'est de moins consommer d'énergie. Et donc, on a un très vaste programme de rénovation thermique des bâtiments publics, parce que le bâtiment, c'est une source d'émissions de gaz à effet de serre considérable. Donc, les bâtiments publics, les bâtiments privés, le logement social, naturellement, dont nous sommes un des financeurs. Et puis, il y a toutes les nouvelles énergies, et la Caisse est au cœur d'un projet sur 4 d'énergie renouvelable sur les territoires, que ce soit de l'éolien, du solaire, de la biomasse. Il y a toute la palette, et il faut évidemment accélérer dans cette direction-là. Et puis, la transition écologique, c'est aussi en réalité une transformation de toute notre économie. C'est-à-dire que toute notre économie doit passer dans la trajectoire des accords de Paris et aux zéro émissions de gaz à effet de serre dans le délai le plus rapproché possible. Et donc pour ça, il faut financer la transformation de nos entreprises. Et ça, on a un vaste projet avec BPI France de transformation pour que les nouvelles entreprises qui s'installent sur le territoire, il y a beaucoup de projets industriels, ce qui est très bien, soient évidemment décarbonés, mais que les entreprises qui existent soient dans des démarches décarbonées. Donc, c'est des actions très précises, très engagées. Et puis, dernier point, on est aussi un grand investisseur financier. J'allais y venir, effectivement. On a un portefeuille d'investissement en actions et nous avons pris des engagements de décarbonation de ce portefeuille. Ça signifie quoi, exactement ? Alors, ça signifie deux choses. Le plus souvent, nous sommes dans le dialogue avec les entreprises dans lesquelles nous sommes investisseurs pour veiller à ce que ces entreprises prennent au sérieux ces questions écologiques et aussi de biodiversité, les deux vont avec, et qu'elles s'inscrivent dans une trajectoire. Et si elles ne sont pas dans cette trajectoire, nous votons contre les résolutions présentées en Assemblée générale, nous votons contre un quart des résolutions présentées en Assemblée générale. Mais on préfère avoir un dialogue étroit avec les dirigeants de ces sociétés, en amont, pour veiller à ce qu'elles agissent. Et puis quand vraiment on n'y arrive pas, mais ça c'est l'échec, nous cédons nos titres et
Voilà, malheureusement, s'il n'y a rien à faire, autant nous investir pour des entreprises qui sont dignes de ce nom. Donc là, vous nous avez décrit les différentes étapes finalement de l'engagement actionnarial. Voilà, et nous mesurons l'effet sur le portefeuille. Donc on a baissé l'empreinte carbone de nos portefeuilles de 40%, et on va naturellement s'inscrire dans la trajectoire des accords de Paris, 1,5 degré. Et puis, nous avons nos exclusions. Claire parlait d'AXA, on est sorti évidemment du charbon et les entreprises du portefeuille, le gaz de schiste, le pétrole non conventionnel. Alors, il faut accompagner des entreprises qui, pour des raisons historiques, sont encore dans le pétrole et sont en train de préparer l'avenir. Donc, c'est pour ça que nous sommes dans une trajectoire de décroissance des émissions de gaz à effet de serre du portefeuille, mais on ne peut pas passer tout de suite à zéro parce que sinon, on ne remplirait pas notre rôle d'accompagnant. En revanche, le fait d'être actionnaire et un actionnaire que les entreprises sont en général contentes d'avoir, parce que nous sommes un actionnaire stable, nous donne du poids dans ce dialogue. Alors, je voulais revenir sur un chiffre, 15 milliards. Il faudrait investir entre 13 et 15 milliards d'euros de plus chaque année pour que la France atteigne ses objectifs climatiques. C'est un chiffre qui a été calculé par le think tank I4C. Comment expliquer ce gap d'investissement et surtout comment faire en sorte de réorienter ces financements vers une économie bas carbone ? Alors, l'épargne est là, puisqu'on voit bien, notamment pendant la crise sanitaire, les encours du livret A ont augmenté de beaucoup plus de 15 milliards. Nous avons 300 milliards d'euros du livret A que nous gérons. Et donc, encore une fois, les fonds sont là. Ce qui manque, en fait, ce sont les projets. Et moi, l'appel que je lance au travers de cette émission, c'est que les entrepreneurs doivent se saisir de ce nouveau monde économique qui s'ouvre à eux, et nous allons les financer. Et nous les finançons toujours en minoritaire. Je parlais par exemple des champs de panneaux solaires. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont nées récemment en énergie renouvelable, qui manquent de capital. Eux, ils produisent les projets, ils vont chercher les projets. Nous, on apporte le capital pour faire un champ de panneaux solaires à Sinnamary, en Guyane, des éoliennes dans le nord de la Guadeloupe, beaucoup de projets en métropole. Donc, les projets sont là. Il y a un projet dont on parle souvent, qui est le projet de l'entreprise Insect, qui fait une ferme verticale à Amiens, près d'Amiens. Ça économisera de la terre, ça permettra de nourrir les poissons, les animaux, sans utiliser des surfaces qui seront utilisées pour l'alimentation humaine, ce qui me paraît un meilleur processus. Et c'est une usine qui est écologique dans sa conception aussi, pour qu'elle soit bas carbone. Et d'ailleurs, ce qui va avec aussi, c'est un projet social d'équilibrage différent. Par exemple, ils ont décidé que les salaires les plus bas de cette entreprise industrielle seraient à 1,5 SMIC. D'accord, donc on a à la fois le S, le parce S, que le G... tout va ensemble. Il y a une nouvelle économie à inventer et elle ne peut pas être dans les règles du capitalisme tel qu'il a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Très bien, alors pour résumer, les liquidités sont là, les projets manquent encore à l'appel. Ramon Fernandez, je voulais avoir votre point de vue, vous, sur la place de la France dans cette transition vers la finance verte et responsable. Je crois que ça a été très bien dit par... les deux intervenants précédents. La France a pris beaucoup d'initiatives, elle a été très en amont et elle a aujourd'hui, de ce point de vue, un secteur financier, je crois que ça a été dit, mais c'est important de se le redire, qui peut être la solution. Alors, la place de Paris, la finance n'a pas toujours très bonne presse dans notre pays. On l'accable souvent de beaucoup de difficultés, mais il faut essayer de la mettre au service de cet objectif. Et je pense que quand on regarde les mutations d'un certain nombre d'entreprises du secteur financier, quand on regarde la mobilisation de la place de Paris, eh bien, on voit que la France aujourd'hui, c'est le 3e émetteur mondial d'obligations vertes, après les États-Unis et la Chine, donc de très loin la première place en Europe. Les sociétés de gestion en France aussi sont à la pointe et gèrent, je crois, le tiers des fonds qui sont investis dans des projets à impact positif sur l'environnement. Et on pourrait continuer. Donc, la France, elle a été à la pointe en termes de normalisation, en termes de mobilisation des acteurs, et il faut continuer parce que finalement, c'est un enjeu, une révolution industrielle. Ça a été dit aussi très bien dans le rapport de Yves Perrier, qui a été remis récemment au ministre. C'est un écosystème qu'il faut arriver à mobiliser. Il faut des règles,
il faut des incitations beaucoup aussi. C'est-à-dire qu'on y arrivera quand il y aura des signaux prix, des incitations données aux acteurs pour qu'ils s'alignent. Moi, j'ai travaillé pour un ministre qui disait toujours il faut créer les conditions, Francis Maire. J'y crois beaucoup. Il faut créer les conditions pour que cette révolution se mette en place. On n'y arrivera pas uniquement par des règles. Et chez Orange, d'ailleurs, on s'engage aussi dans cette direction. Alors, dites-nous en plus sur Orange. Vous visez la neutralité carbone en 2040, il me semble. Quel est le rôle, finalement, d'une direction financière dans l'atteinte de ces objectifs climatiques ? Eh bien, c'est d'arriver à se convaincre d'abord, et ensuite participer à la conviction collective que la performance environnementale ira de pair avec la performance financière, et réciproquement. Donc, ça va ensemble. Et moi, je dois dire que, j'assume ces responsabilités depuis bientôt 8 ans chez Orange, j'ai vu une évolution dans la manière dont les équipes travaillent ensemble. C'est-à-dire que quand on travaille sur des émissions de dette verte, par exemple, quand on travaille sur la manière dont on va rendre des comptes au comité d'audit, au comité en charge de la RSE, qu'on publie des documents qui sont désormais imposés par les textes, les équipes travaillent ensemble. Donc moi, mon rôle de directeur financier chez Orange, c'est de vérifier qu'on marche de ce pas-là. Et je dois dire qu'on a beaucoup de projets aujourd'hui qui montrent bien que la performance environnementale va de pair. On peut combiner les deux, durabilité et performance financière. Complètement. Quand on travaille par exemple sur l'économie circulaire, dans le secteur des télécoms, on achète beaucoup d'équipements, les équipements radio pour faire fonctionner les réseaux. On a mis en place un programme qui s'appelle Oscar, qui a été négocié avec aussi nos grands fournisseurs, où on impose que dans les RFP, dans la politique d'achat, il y a des critères de durabilité, il y a des critères de circularité, et donc plutôt que d'acheter toujours des équipements neufs, eh bien on impose de pouvoir utiliser des équipements qui ont déjà eu une première vie. Est-ce que ces nouvelles pratiques sont bien acceptées ou est-ce que ça coince encore ? Non, elles sont très bien acceptées. Après, il faut trouver le moyen. Il y a des partenaires qui refusent de s'y engager, je ne citerai personne. Mais donc, on fait ce travail de conviction. On le met, encore une fois, dans nos appels d'offres. Et c'est la même chose pour, de manière générale, la politique d'achat, la politique des chaînes d'approvisionnement. On a beaucoup parlé supply chain depuis 2 ans. Eh bien, là aussi, on adapte nos circuits d'approvisionnement à cette nouvelle donne pour essayer d'être plus près du terrain. C'est vrai pour la politique de financement de l'entreprise, c'est vrai pour la mobilisation de nos fonds à impact, enfin bref, à tous les étages. C'est le modèle industriel de l'entreprise qui est à repenser, c'est ça ? C'est le modèle de l'entreprise qui est à, je dirais, adapter, à accompagner, comme Eric le disait tout à l'heure, et qu'on a mis en haut de notre plan stratégique Engage 2025, qu'on a rendu public en décembre 2019. On a commencé par parler inclusion numérique et net zéro carbone 2040, qui est 10 ans plus tôt que le secteur des télécoms en Europe. Pour une entreprise qui souffrait pas mal en bourse, c'était assez courageux. Il fallait le faire, on va continuer à le faire, ça finira par payer à tout point de vue. Et c'est donc à la direction financière de dégager les marges finalement nécessaires pour investir et rendre ces objectifs atteignables. Ça coûte cher ? C'est à l'entreprise, c'est à la direction financière, je dirais, dans les arbitrages qui sont faits, notamment en matière de politique d'investissement, d'intégrer cette dimension. Donc par exemple, on a revu les critères du comité d'investissement groupe, on entrait dans la cuisine, pour intégrer cette dimension. Donc c'est un travail au quotidien avec évidemment tous ceux qui sont en charge des opérations et en lien avec l'équipe RSE. Merci pour ces exemples très concrets. Aujourd'hui, à l'échelle française, plus de 2 000 milliards d'euros sont gouvernés par les règles de l'investissement responsable. Est-ce que ce bouleversement dans la gestion de l'épargne, plutôt comment il rejaillit sur la stratégie des entreprises, Claire Tuettenier ? Est-ce que c'est la finance qui tire les entreprises vers la transition écologique ou est-ce que c'est l'inverse ou est-ce qu'il y a un dialogue, un va-et-vient ? Comment ça se passe ? Je pense que c'est très variable selon les situations, selon les financiers, selon les entreprises. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est en marche. Et que c'est dans le dialogue, de façon très systématique. C'est pratiquement le premier sujet sur lequel les chefs d'entreprise, dans leur roadshow, face à un panel d'actionnaires ou de financiers, sont interpellés. C'est quoi votre politique ? Et aujourd'hui, c'est pas le supplément d'âme qu'on pensait. C'est pas on fait un peu différemment. C'est la stratégie numéro 1 de l'entreprise. C'est comment on se transforme. Et c'est plus qu'une transition. Si vous prenez l'exemple des énergéticiens, que ce soit Total ou Engie, ils ont un défi qui est de dire mon produit de base, mon métier de base doit être
100% transformée. Et donc, à quelle vitesse, comment je finance cette transformation. Et donc, c'est de ça qui se parle. Et c'est donc extrêmement concret. Et de la même façon pour Engie, comment je passe au gaz vert, à des gaz non émetteurs, etc. Donc, on voit bien que c'est plus des sujets d'amélioration, c'est vraiment une transformation complète et c'est le premier sujet. Alors il y en a pour lesquels c'est un petit peu moins le cas, si on prend des secteurs de grande consommation, mais dans le secteur automobile c'est le cas, dans le secteur de la construction c'est le cas, on doit construire des villes différemment. Et pour les secteurs directement concernés par ces risques de transition liés au réchauffement climatique. Le sujet de transition du secteur automobile, du secteur du thermique, du véhicule thermique au véhicule électrique ou à hydrogène ou à d'autres solutions technologiques est un sujet qui est de très long terme. On voit bien que c'est des transformations industrielles massives avec une anticipation de comment les gens vont être, les salariés de ces secteurs vont changer de métier, comment les sous-traitants de ces secteurs vont changer de business. Et donc cette orchestration d'une transformation très collective est aujourd'hui au cœur du dispositif et du dialogue avec les financiers. Parce que former des gens à des nouveaux métiers, ça prend du temps et ça prend de l'argent. Inventer l'économie circulaire, l'exemple de Flins est une usine bien connue qui est transformée et qui va être dédiée 100% à l'économie circulaire. Ça veut dire que les activités se créent au fur et à mesure que les gens sont formés à les faire. Donc il y a un processus de formation de gens, d'investissement et de création de marché. Et évidemment, tout ça doit être financé, qui est un processus qui est en cours et donc qui avance et qui est effectivement ce que doit financer Renault. C'est très intéressant votre témoignage parce que celui de Ramon Fernandez dissonne un petit peu. Vous allez nous raconter quand on a préparé ces échanges. Vous m'avez confié que sur les 150 investisseurs rencontrés en une année, vous avez eu à peine finalement 5 questions sur votre stratégie climat. Comment on explique ce gap entre le discours, la réalité? Est-ce qu'on est dans le blabla ou pas? Non, alors je ne crois pas qu'on est dans le blabla, mais effectivement, alors la réalité, c'est que moi, en tant que directeur financier du groupe, je rencontre des investisseurs, des actionnaires ou pas, d'Orange, et c'est vrai que j'ai fait le compte, dans les 12 derniers mois, le nombre de questions que j'ai eues sur ces sujets se compte sur les doigts d'une main. Donc c'est vrai que moi je suis toujours un peu surpris, parce que je me dis, mais nous on en parle, on le met sur le devant de la scène, on le revendique, il n'y a pas de question. Pourquoi ? Alors, pourquoi? Je pense pour 2 raisons. Un, je pense que je vais faire l'hypothèse que les investisseurs que nous rencontrons savent qu'Orange est engagé sur le sujet. Donc ils ont vu notre plan stratégique, ils connaissent notre stratégie, ils ont vu que dans notre raison d'être d'ailleurs, qu'on a inscrite dans nos statuts l'année dernière, cette dimension est présente. Donc peut-être font-ils l'hypothèse d'abord qu'Orange est tellement engagé que c'est pas la peine d'aller trop lui demander de compte sur ce sujet. On verra. Peut-être qu'après cette émission, j'aurai d'ailleurs beaucoup plus de questions sur le sujet. Et ce sera tant mieux. L'autre hypothèse, c'est peut-être que le secteur numérique, mais il y a des débats sur le sujet, mais le secteur numérique n'est pas vu par les investisseurs comme essentiellement un problème, mais plus une solution. Donc le numérique est responsable de 3,5% des émissions de CO2 dans le monde. Alors c'est à la fois beaucoup, mais c'est un sujet, et c'est en croissance, donc il faut le traiter, ce sujet. Bien sûr. En même temps, le numérique est aussi le moyen d'éviter des émissions de pollution, et dans notre industrie, on dit qu'il y a un rapport de 1 à 10 en faveur du numérique. Donc, Orange est probablement vu comme plutôt un acteur actif. Le secteur n'est pas le problème principal. Vous n'êtes pas identifié comme les activités brunes, comme un Total, par exemple. Donc c'est sans doute la raison pour laquelle on nous pose peu de questions sur le sujet. Maintenant, moi, je suis très convaincu, et toute l'entreprise l'est en réalité, c'est que ce sera un facteur de différenciation positif. Et je pense qu'on aura plus de questions. On a notre Assemblée Générale bientôt, et ce sont des thématiques qui sont de plus en plus importantes, bien sûr. Et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais ça, ce sont les investisseurs actions. C'est pas la même chose pour l'obligation. Sur la dette, qui est à beaucoup plus long terme, c'est pas du tout le même sujet. On y reviendra peut-être tout à l'heure, parce que je trouve que c'est intéressant. Effectivement, Éric Lombard, je me tourne vers vous. Vous estimez que la finance doit changer de l'intérieur, que les actionnaires exigent des rendements trop élevés. Pourquoi ces exigences posent problème pour la transition écologique ? En fait, ça revient à ce qu'on vient de dire. Les fonds sont là, nous manquons de projets, et il y a urgence à opérer la transition climatique, la transition vers la biodiversité, vers la sobriété énergétique. Et donc, ce qui est le chaînon manquant de tout cela, c'est l'inadaptation entre la rentabilité demandée par les investisseurs,
Parce que les investisseurs sont restés dans le monde d'avant, où les taux d'intérêt étaient positifs. Et quand les obligations d'État sont à 3 ou 4%, c'est logique qu'un investisseur demande une marge supplémentaire pour son risque et qu'il arrive à 8%. Mais quand l'État emprunte à 0% comme l'année dernière ou à 1, quelque chose comme en ce moment, le 8% devient trop élevé et se traduit par un déplacement de la production de richesse des entreprises vers les actionnaires. Et on voit bien d'ailleurs l'augmentation de la valeur des entreprises, mais qui ne profitent pas en fait à l'économie dans son ensemble, et la situation de beaucoup de nos concitoyennes et de nos concitoyens qui, eux, ont des difficultés quotidiennes, même si c'est évidemment pas tout à fait le même argent, mais quand même. Et donc, on voit bien que si les investisseurs se mettaient dans l'idée d'adapter l'exigence de rendement vers quelque chose de plus raisonnable, parce que quand on demande du 4%, ce que fait la Caisse des dépôts dans ses investissements d'intérêt général, c'est ça ? Alors, si c'est très risqué, on peut demander plus. Et parfois, les choses marchent bien et on a plus. Mais oui, sur les activités de la Banque des Territoires, donc les activités d'intérêt général, on se fixe 4% en moyenne. Il y a beaucoup de projets qui sont valables et qui fonctionnent à ce rendement-là. Ça permet de faire plus de projets et donc de répondre au manque de projets dont nous parlons. Et puis, il faut aussi que dans l'équilibre économique, il y ait un meilleur équilibre social. Dans l'ESG, il y a le social dont on n'a pas encore assez parlé dans cette réunion qu'on a évoquée. Mais si on n'a pas une société qui bénéficie à tous, eh bien, les électeurs, d'ailleurs, ils l'ont dit lors de la dernière présidentielle, expriment leur impatience, leur insatisfaction, qu'il faut entendre. Et donc, il y a une demande de rééquilibrage du fonctionnement de notre économie qui doit fonctionner avec un partage plus équilibré au profit des personnes qui travaillent dans les entreprises, dans les institutions, quand c'est possible, et un minima d'associer les personnes qui travaillent aux résultats de l'entreprise, un meilleur équilibre au profit de la planète, pour le dire de façon très résumée, et donc ça se traduit par un rééquilibrage, et on voit bien que ce rééquilibrage, il est nécessaire, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'un certain nombre de chefs d'entreprise, pas toujours publiquement, mais sont moins en désaccord avec cette ligne qui pouvait sembler peut-être il y a encore quelques années un peu gauchiste, alors que, à mon avis, elle devrait devenir centrale dans le débat économique. Il faut un nouveau capitalisme, un capitalisme plus responsable, c'est ça ? Alors, capitalisme, pourquoi garder l'économie de marché ? Parce qu'on a bien vu qu'elle permettait de générer quand même de l'emploi, de la croissance, la résorption de la faim dans le monde, un meilleur équilibrage dans les pays en développement. Donc c'est un système qui fonctionne, mais qui doit être régulé différemment pour qu'il remplisse son rôle de façon mieux partagée. Parce que sinon, c'est le capitalisme lui-même qui va être remis en cause par les électeurs. Et comme historiquement, on n'a quand même pas trouvé mieux, je pense qu'il vaut mieux traiter le sujet à l'intérieur du fonctionnement de l'économie de marché plutôt qu'à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, les expériences passées sont réellement des échecs. Ça passe par des nouvelles réglementations, des incitations, ça passe par quoi tout ça ? Alors, je pense que ça passe en tout cas pas par la fiscalité. Parce que travailler sur la fiscalité du capital, c'est aller dans le sens inverse, c'est alourdir le coût du capital. Ça passe, je pense, d'abord par une négociation entre les acteurs. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise doivent intégrer ce mouvement, ils doivent l'accompagner. La négociation, elle se fait avec les représentants des salariés et avec les organisations non gouvernementales qui sont quelque part dans le débat public les porte-parole de la planète. Et ce dialogue, il doit se faire, si possible, dans une vision mondiale. Et d'ailleurs, il y a une alliance des grands investisseurs mondiaux qui s'appelle la Net Zero Asset Owner Alliance, dans lequel il y a des acteurs comme AXA qui sont engagés. Et nous avons eu un dialogue avec le secrétaire général des Nations Unies à propos des règles de reporting non financier sur lesquelles l'Europe est très engagée. Et on voit bien qu'il peut y avoir une régulation qui incite les entreprises par la communication à respecter ces règles qui vont nous conduire vers la trajectoire des accords de Paris, tout ça sous les auspices des autorités internationales, l'Union européenne, les Nations Unies. Donc je pense que le dialogue, la négociation nous permettra d'avancer plus vite que des réglementations dont on voit bien qu'il peut être tentant pour tel ou tel de les contourner. Merci, on voit bien que le dialogue est nécessaire, hein, Claire Tutmy, c'est ce que vous m'expliquez, parce que selon vous, il faut aussi rétablir une certaine confiance pour convaincre les épargnants, le grand public, de s'embarquer dans cette transformation sans précédent. On sent aujourd'hui qu'il y a un sentiment de défiance, c'est ce que vous me racontiez en tout cas, du grand public à l'égard des entreprises, un sentiment qu'elles n'en font peut-être pas assez, qu'il y a un sentiment d'injustice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce décalage de perception ?
Disons que cette transformation écologique, c'est une transformation qui va devoir mobiliser, d'une part, bien sûr, le monde économique qui a des solutions et qui a les financements, les pouvoirs publics, et on a beaucoup parlé de régulation, mais il y a aussi un gros travail de justice sociale qui est d'inclusion, et puis les gens. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rénover un logement sans que les personnes qui sont dans ce logement et les propriétaires n'en soient au courant, d'accord, et fassent l'effort de leur part. S'ils sont locataires, d'accepter des travaux ou d'ajuster. S'ils sont propriétaires, d'accepter une partie. Donc, ça ne peut pas se faire sans les gens. On a parlé de conversion professionnelle, c'est pareil. Et puis, il y a les consommateurs. Passer du véhicule thermique au véhicule électrique, c'est possible, il y a des aides, etc. Mais on voit bien que c'est quand même... il faut repenser sa mobilité. Quelle autonomie? Je ne fais plus 800 km d'un coup, comment je fais? Donc, on voit bien qu'il y a des changements de mode de vie qui sont importants à faire. Et bien entendu, les consommateurs aimeraient que les solutions soient là, faciles et immédiatement n'apportent pas de changement à leur mode de vie. Or, on voit bien qu'ils vont devoir quand même décider des choses. Et comment on fait pour embarquer ces trois mondes en même temps? C'est ça qui est un peu difficile et où chacun se dit l'autre pourrait faire un peu plus d'aide et puis des solutions mieux. Mais aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, chacun fait le plus vite qu'il peut. Les entreprises mettent des solutions, le monde financier, on l'a vu, met des financements là-dessus et les personnes aussi, mais pas tout en même temps, pas tout à la fois. Et donc, il faut que la majorité des gens commencent à se dire que oui, eux aussi, et qu'ils arrivent à lever, si vous prenez la rénovation d'une copropriété, aucun copropriétaire ne peut le faire tout seul. Le syndic, qui est une entreprise, ne peut pas le faire sans le financier, etc. Donc et sans un bout de régulation, vraisemblablement. Donc on voit bien qu'il faut que sur chaque sujet, il y ait de nombreux acteurs qui se mettent en ordre, qui se mettent en place et qui fassent des choses à peu près coordonnées. Et c'est ça qui est toute la difficulté de la massification de cette décarbonation aujourd'hui. Et donc, essayer de créer un dialogue positif, le dialogue social, en France, parfois il est positif, parfois il est un peu plus dans l'interpellation des uns et des autres, de chacun par les autres en fait. Très bien. L'idée, c'est aussi effectivement de montrer que ça bouge au sein des entreprises. Alors vous, chez Orange, Ramon Fernandez, vous avez émis une dette durable en septembre 2020, c'est ça, 500 millions d'euros. C'était quoi l'objectif ? Alors l'objectif, c'était à la fois d'incarner une politique d'investissement, parce que ces 500 millions, ils servaient à financer des projets qui étaient à impact soit environnemental positif, soit d'inclusion numérique, parce qu'effectivement, ce n'était pas un green bond, c'était un sustainable bond. Donc, il y avait les deux dimensions. Et par exemple, l'argent qu'on a levé sert à financer le reconditionnement des Livebox, ou, par exemple, en Pologne, à investir sur un partage de réseau qui permet d'économiser jusqu'à 30% de l'énergie consommée par le réseau. Donc, le premier objectif, c'était incarner l'usage de ces fonds qui vont permettre de se mobiliser sur ce type d'investissement. Après, c'est un outil interne aussi, en fait, parce que c'est très intéressant de voir que pour émettre cette dette, il faut faire s'asseoir autour de la table les opérationnels, les équipes RSE, les équipes finances, donc de la trésorerie du groupe, et avoir un cadre juridique qui fait l'objet d'une supervision externe, et on a publié d'ailleurs un rapport d'impact à l'été 2021 sur le sujet, parce qu'il faut rendre des comptes après. Donc c'est aussi un outil interne. Et puis le troisième élément, mais c'était, si j'ose dire, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a réussi, mais ça on ne pouvait pas le savoir avant, à émettre dans des conditions plus favorables que la dette, entre guillemets, normale. C'est-à-dire que vous remboursez un taux... On a emprunté un peu moins cher, alors c'était il y a 18 mois, à 9 ans, on a emprunté avec un coupon de 0,125%. Donc oui. Aujourd'hui, ce serait beaucoup plus, les taux ont monté. C'est la mort des financeurs. Mais c'était plus bas que la dette qui est aujourd'hui gérée sur les marchés sans cette dimension-là. Donc c'était très intéressant et on y reviendra d'ailleurs. Et cet emprunt, ça représente quoi sur votre dette globale, à vous, sur la dette du groupe ? Alors c'était la première émission de cette nature-là. La dette brute du groupe, aujourd'hui, elle est de 33 milliards, elle est 25 milliards net. 500 millions, c'est tout petit. Bon an, mal an, chaque année, on emprunte 2 à 3 milliards. Donc voilà, c'est le début et ça a vocation à continuer.
Très bien, merci. Je vois le temps qui défile et il y a une question qu'on n'a pas abordée et un point qui me paraît essentiel, c'est la question de la biodiversité, parce que là aussi, la France est en avance en la matière. Je me tourne vers vous, Éric Lambart. La Caisse des dépôts a pas mal œuvré sur ce sujet, notamment en créant un outil de scoring, parce que toute la difficulté dans la question de la biodiversité aussi, c'est de se fixer un objectif global et d'avoir des mesures communes. C'est plus difficile que par rapport aux objectifs climatiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors avant, si vous permettez, je voudrais rebondir sur le commentaire de Claire Tutnuy sur les copropriétés, puisqu'on a mis en place un programme qui s'appelle Logivolt et qui permet de financer précisément l'installation des bornes de recharge de voitures dans les copros. Parce que dans une copropriété, personne ne veut payer, c'est bien ça tous. Et donc, s'il faut trouver une prise de recharge pour la ZOE d'un des copropriétaires, la copropriété va... Voilà, donc on a mis en place ce système. Voilà, il faut être très opérationnel pour toutes ces questions. Alors, sur la biodiversité, effectivement, il y a une filiale qui s'appelle CDC Biodiversité, et on est parti du principe que ce qui a accéléré la transition énergétique, c'est la mesure des émissions de carbone. Parce que maintenant, ça se mesure, et on le mesure mondialement, puis il y a un prix des émissions de carbone, etc. Et c'est important d'avoir ces outils. Et donc, CDC Biodiversité a inventé un outil de mesure qui s'appelle le Global Biodiversity Score, dont Schneider Electric d'ailleurs était la première société privée à se saisir et à l'appliquer, de façon à ce qu'on puisse accompagner les entreprises. Et on est en train d'insérer les questions de biodiversité dans le dialogue actionnarial. On en parlait tout à l'heure tous les trois sur le dialogue actionnarial, cette nécessité où nous sommes d'accompagner les entreprises dans leur transformation. Et on va les accompagner dans un dialogue vers la biodiversité de façon à ce que si une nouvelle usine doit être créée, il y ait de la compensation de biodiversité quelque part. Et quand il y a des démantèlements d'unités, on travaille d'ailleurs sur le site de Fessenheim, pour préparer les conséquences à très long terme du démantèlement. Mais l'idée, qui n'est pas qu'utopique, qui est très opérationnelle, c'est que quand Fessenheim sera complètement démantelé, on remette de la biodiversité, de la nature sur ce site. C'est possible, nous pensons que c'est possible. En tout cas, on y travaille. Et donc, on voit bien que cet élément, il doit accompagner aussi la décarbonation. D'ailleurs, on a bien vu, notamment dans la crise Covid, que la biodiversité, le réchauffement climatique et les questions de santé, tout ça est lié. Très bien, merci. Claire Tutnuy, est-ce que la biodiversité, c'est aussi un sujet de travail et de partage au sein d'EPE ? C'est tout à fait, c'est un fort sujet d'engagement. Il y a un engagement qui s'appelle Act for Nature qui a été conçu et développé en partenariat avec des scientifiques, des ONG et des réseaux d'entreprises, dans laquelle une grosse centaine d'entreprises sont engagées dans un dispositif soit français, soit plus international, et qui donne des résultats très concrets. La Caisse des dépôts est d'ailleurs engagée dessus aussi. Et qui est des engagements très précis, chiffrés, avec des échéances, sur lesquelles les entreprises communiquent. Elles s'engagent à mettre à restaurer telle ou telle zone, à mettre, il y a des financiers qui sont engagés à mettre ce sujet dans le dialogue actionnaire avec les entreprises qu'elles financent. Et donc le sujet monte petit à petit, justement parce que c'est extrêmement difficile de trouver un indicateur unique. Il n'y a pas la tonne de CO2 de la biodiversité. Et quand elle existe, comme le GBS, c'est énormément de travail. On peut le faire sur Fessenheim, mais pas sur tous les sites. Et donc, il y a besoin de faire néanmoins de l'action. Et là, c'est un sujet sur lequel la cohorte française est très en avance. Au niveau européen, on l'a vu dans un sommet, un colloque l'année dernière, les patrons français savent de quoi il s'agit, ils savent ce qu'on peut faire, et ils le font. Beaucoup plus que leurs collègues européens sur lesquels c'est encore un petit peu de la RSE et du supplément d'âme. Peut-être donc que là, la loi y a contribué aussi, puisque encore une fois, la France s'est dotée de dispositifs réglementaires sur ce sujet avec l'article 29, notamment de la loi énergie-climat. Tout à fait. Il y a des obligations de reporting qui sont plus importantes. Il y a le zéro artificialisation nette, et on sait que l'artificialisation est une des grandes menaces sur la biodiversité, qui fait qu'on a aujourd'hui un besoin de compensation. Quand on artificialise des terres, il faut en trouver d'autres à réaménager. Donc il y a des dispositifs réglementaires, mais il y a aussi la prise de conscience dans les entreprises du fait que ce qu'elles font a un impact sur la nature, et que cet impact sur la nature commence à être grave, à être sérieux, parce que la menace est diffuse, mais elle est bien là. On est, comme dirait Bruno David du Muséum, on est au début de la 6e extinction, et on va très vite.
Donc voilà. Mais les entreprises françaises travaillent beaucoup sur le sujet et essayent d'être pionnières aussi. Merci. Pour finir sur une note un peu plus positive de ces échanges, selon vous, qu'est-ce que la France doit faire pour conserver son leadership en matière de finances vertes, responsables, durables? Je vous donne la parole à chacun d'entre vous un par un. Elle doit les entreprises et le monde financier français, la communauté financière française, doivent avancer très vite. Parce qu'on dit on est en avance, etc. Mais le reste du monde court très vite aussi. Donc il ne faut surtout pas se dire qu'on est arrivé. On est au début de la maturité du mainstreaming. On commence à comprendre que c'est une transformation massive. Et il ne faut surtout pas se dire qu'on est au rythme. Comme dirait I4C, il faut pratiquement doubler le montant des investissements dans les trois prochaines années qu'on fait dans ce sujet. Donc il faut faciliter les projets, aller les chercher et vraiment accroître cette mobilisation. Ramon Fernandez, votre point de vue? Écoutez, sur la biodiversité, je corrobore juste le fait que les entreprises s'y mettent. On investit par exemple, on a créé un fonds carbone pour participer à des projets de séquestration du carbone, de reforestation, donc 50 millions. Voilà, on est aussi sur ce terrain qui est très important. Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder notre leadership? Je pense que, en France, il faut un travail d'équipe. Et donc, ça ne marchera que si on fonctionne en écosystème, avec les pouvoirs publics, les entreprises du secteur industriel, les entreprises du secteur financier. C'est ce qui est bien engagé. Donc, il faut qu'on continue, qu'on fasse un pack et que peut-être l'organisation institutionnelle en tienne compte. Je ne sais pas, mais c'est peut-être une chose à faire. Et 2, on est le 9 mai. C'est la fête de l'Europe. On n'a pas parlé de l'Europe. On n'a pas parlé d'Europe. Je pense qu'on ne réussira là aussi que si on arrive à faire de l'Europe un moteur dans le monde. Et donc, saisissons cette opportunité du 9 mai pour se dire que c'est aussi un sujet qui ne pourra pas se traiter uniquement au sein de nos frontières. Ça paraît évident, mais parfois, on a des doutes. On le voit avec la taxonomie européenne, par exemple, effectivement. Un dernier mot, Éric Lombard, sur ces sujets d'avenir? Je pense que c'est pour notre pays, en fait, une opportunité unique. Souvent, on dit, mais la France est un petit pays, notre rôle dans la pollution du monde est modeste. D'abord, il n'est pas modeste, on est un pays très développé et donc on est un gros émetteur. Mais surtout, on a une occasion extraordinaire de réinventer un modèle économique qui est le modèle économique qui sera celui de la transformation écologique du monde. Et la France a souvent été, dans ces moments de bascule, en avance sur des inventions de nouvelles façons de fonctionner, des nouvelles façons de s'organiser. Et la transformation écologique, elle doit engager tous les acteurs, comme l'ont dit mes amis sur le plateau, dans une nouvelle façon de travailler ensemble, en liant l'économique, le social, le respect de la biodiversité, le respect de la planète. Et en fait, c'est une transformation qui doit être très profonde. C'est pas seulement quelques investissements de ci, de là, quelques entreprises spécialisées, quelques actions spécialisées. Ça touche chacune et chacun. Et je pense que la prise de conscience progresse, mais qu'il faut que maintenant l'action touche l'ensemble des secteurs de la vie économique, politique, sociale, et qu'on peut inventer dans notre pays ce que sera le monde vert de demain, qui nous mettra dans la trajectoire 1,5 degré qui est absolument impérative. Merci beaucoup, merci à tous les trois pour ces échanges, merci à vous qui nous regardez depuis latribune.fr. Dans un instant, vous retrouvez Philippe Mabille et Ingrid Labuzan qui parleront de la nouvelle compétition entre l'Europe et les États-Unis dans la définition des nouveaux standards mondiaux en matière de finances durables. À très bientôt sur La Tribune.